Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indes radios, c'est 130 radios sur tout le territoire français qui sont nos partenaires, et TV5 Monde qui nous diffuse en boucle tout le week-end sur ses antennes. De partie dans cette matinale, le JT des territoires, suivi du club de la presse, puis la météo, puis territoire d'info à 8h avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un instant. On démarre ce journal alors que le président séparatiste de la Catalogne, Carles Puigdemont, pourrait déclarer l'indépendance de la région dans quelques heures. Ce week-end, 3000 Catalans étaient conviés par la ville de Perpignan à une grande fête au Palais des Rois de Majorque. Mais au centre des discussions, un seul sujet, l'inquiétude sur le sort réservé à la Catalogne du Sud après le référendum interdit par l'Espagne. Anne-Sophie Pellegrini pour TV Sud y était. Ce samedi, le département des PO a invité tous les nouveaux Catalans à sa grande fête d'accueil. Un rendez-vous que se sont donné 3000 personnes tout au long de la journée au Palais des Rois de Majorque. Mais au centre des discussions, un seul sujet, l'inquiétude sur le sort réservé à la Catalogne du Sud après le référendum interdit par l'Espagne. Je vais partir sur la Catalogne espagnole. J'ai peur que je ne vais pas y rester trop parce que je préfère rester en face. La Catalogne espagnole a été un petit peu méprisée, bien que partie prenante dans l'économie. Une région en France va faire pareil, après c'est l'anarchie partout, c'est pas possible. Et dans la foule, des politiques au discours pacifique. Ça nous touche de toute façon et c'est pour ça que j'avais aussi fait appel à la médiation pour qu'on trouve une solution au-delà bien sûr de la violence, puisque ce n'est pas une solution la violence. Le président séparatiste catalan Carles Puigdemont interviendra devant le Parlement régional. Il devrait s'exprimer sur les conséquences du référendum d'autodétermination. Des images spectaculaires dans ce journal maintenant. Des centaines de moutons dans les rues de Lyon hier à l'occasion de manifestations d'éleveurs qui dénoncent les attaques de loups. Et c'est Bertrand Frachon pour Télé Lyon Métropole qui nous les montre. Ils auraient dû mettre les loups dans des parcs, au moins les touristes pourraient les voir. En attendant que comme ça, il n'y a que nous qu'on les voit. La colère des bergers et des éleveurs contre les loups qui attaquent leurs troupeaux dans les différents massifs de notre région. Ils ont manifesté cet après-midi à Lyon avec leurs moutons. On va être à plus de 12 000 brebis attaquées en France et de plus en plus, d'année en année, on augmente pratiquement de 20% les attaques de brebis. Ça coûte cher à tout le monde, y compris aux contribuables. Alors l'État nous parle de 300 et quelques loups en France. Il y a 20 ans, il nous parlait déjà de 200 et quelques loups. On pense que c'est beaucoup plus, aux alentours de 800. Les loups, ils attaquent même la journée. Alors on peut faire les mesures de protection qu'on veut, à part enfermer nos bêtes en permanence dans des clôtures de 3 mètres de haut, ce qui est impossible dans nos alpages à 2500-3000 mètres d'altitude. Les éleveurs réclament donc davantage de prélèvements de loups par les gardes habilités et des tirs de protection facilités pour les bergers. Demande d'avoir quand même le droit de se défendre face aux prédateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que malgré les tirs autorisés, il y a trop de contraintes à mettre en place avant qu'on ait le droit de pouvoir se défendre. Qu'on est en train de détruire le pastoralisme de France qui existe depuis 12 siècles et ça on ne laissera pas faire. Mais le loup, espèce protégée, a aussi ses défenseurs. On trouve dommage que les éleveurs soient toujours dans une opposition systématique. Ils ne veulent pas du loup, ils veulent être subventionnés sans contrepartie. Parce que s'ils sont là aujourd'hui, ils le disent eux-mêmes, c'est parce qu'ils refusent une mesure de l'État qui est de conditionner l'indemnisation en cas d'attaque, de conditionner cette indemnisation à la mise en place préalable de moyens de protection. Partis de Bellecour, les bergers et leurs troupeaux ont rejoint la préfecture, perturbant quelque peu la circulation dans les rues de Lyon. Un sultan de Dubaï à la rescousse du port de Sète. La relance du trafic de containers à partir du littoral d'Occitanie sera bientôt une réalité. DP World, le deuxième acteur mondial de l'activité d'exploitant de terminaux conteneurs, arrive en renfort pour redorer le blason du port de Sète-Frontignan et permettre de réactiver l'économie portuaire. Un sujet de Jérémy Cazot pour TV Sud.
C'est un contrat en or pour la région. Faire face à la concurrence de Marseille et de Barcelone et gagner en autonomie. Voilà tout l'enjeu d'un nouveau partenariat avec Dubaï. En ligne de mire, la réactivation du port commercial de cette Frontignan, quasiment à l'arrêt depuis 8 ans. Jugé d'importance maximale pour toute l'Occitanie, l'accord signé pour 3 ans a des objectifs ambitieux. 30 000 conteneurs traités chaque année en 2020, la construction d'un hangar à bétail, l'arrivée d'une 3e grue et 100 000 mètres carrés de superficie supplémentaire, une transformation gigantesque jugée nécessaire. Notre région est devenue la première région méditerranéenne de France. Et j'insiste là-dessus. Nous avons maintenant un potentiel, je veux dire, économique dans cette région. Ça veut dire des capacités, y compris de chargement. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. Ça passe pas par et ça passe pas par les conteneurs, alors que c'est possible. Et pour que ce soit possible, l'entreprise des Émirats Arabes Unis va partager son réseau mondial déployé dans 78 pays, mais aussi investir et apporter un soutien logistique dans le port de Sète. Nous croyons dans les capacités de ce port qui a déjà fait ses preuves. Nous allons faire revenir les armateurs. Cela va certainement permettre un retour de l'activité et donc des bénéfices. Une opération séduction donc qui fait déjà mouche. Multimodal, also the people involved in the multimodal. Si on attend que l'armateur démarre tout seul, c'est pas possible. Et sa venue traduit très symboliquement cette volonté de retrouver une place dans le conteneur à la hauteur de la capacité de ce territoire. En tout, 400 personnes devraient être prochainement recrutées. L'opération Reconquête Méditerranée sera lancée en janvier 2018. Digital quand tu nous tiens dans ce journal, quand les cartes postales deviennent interactives. Dans le Morbihan, le musée régional de la carte postale de Beau met l'accent sur les nouvelles technologies. L'idée, faire que le musée s'adresse à toutes les générations à travers de nouvelles applis. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la fabrication numérique que Karine Chevrelier pour TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme, a suivi pour nous. On va s'accrocher là. Depuis une semaine, Amaury et Gilliane, 2 développeurs web, sont en résidence au Carton Voyageur. J'attends de la créativité qui nous apporte des idées pour valoriser les collections, qui apportent un nouveau souffle, une nouvelle manière de les valoriser. Leur mission est donc de développer des prototypes numériques pour faire découvrir les cartes postales du musée sous un autre jour. En pointant ma tablette, par exemple, sur une carte postale, je vais pouvoir collectionner un personnage. Sur une autre, je vais pouvoir collectionner un paysage. Sur une autre, un détail quelconque. Et grâce à tous ces objets collectionnés, je vais pouvoir composer ma propre carte postale à travers un canevas vierge dans l'application. Sur un second, l'objectif, c'est de voir toutes les étapes de composition d'une carte postale. Donc du croquis jusqu'à la carte finale. On peut glisser son doigt sur la tablette pour observer toutes ces étapes. Avec une collection d'environ 70 000 cartes postales, le musée retrace l'histoire de la Bretagne historique depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Grâce aux 2 développeurs, elles prennent ici une nouvelle dimension. L'intérêt des nouvelles technologies, c'est qu'elles permettent d'apporter un autre regard sur les collections et de les découvrir d'une autre manière, de faire ressortir des choses, des détails dans les œuvres que l'on ne voit pas à l'œil nu. Et comme la carte postale est un document de petite taille, 9 x 14 cm, ces technologies sont vraiment intéressantes par rapport à nos collections. Jusqu'au 13 octobre, les visiteurs sont invités à tester les prototypes et participer ainsi à leur évolution. Des roses pour vous maintenant, la 2e édition des Foulées Roses Spinaliennes dans le cadre d'Octobre Rose. Objectif, sensibiliser au dépistage du cancer du sein par la course à pied. Près de 2200 femmes avaient répondu à l'appel de la première édition en 2016. Elles étaient plus de 3300 dimanche pour la seconde. Anthony Sapp pour Vosges Télévisions y était. C'est important pour vous d'être mobilisé aujourd'hui? Parce que je suis une femme et je peux être concernée aussi par le cancer du sein. Pour soigner le cancer, trouver des solutions et puis on est... Soutenir et puis avertir que la prévention est très importante. Surtout faites des mammographies, Voilà. Pour toutes les femmes, pour soigner le cancer, il faut qu'on soit toutes solidaires. La première avait déjà été un succès avec près de 2200 participantes et 21 000 € récoltés. Le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer a donc tout logiquement décidé de lancer une 2e édition. C'était ce dimanche le retour des Foulées Roses Spinaliennes. Et cette fois, ce sont près de 3400 filles et femmes qui ont répondu à l'appel.
c'est formidable parce que le temps n'est pas avec nous aujourd'hui, mais je crois que voilà, quand on est malade, eh bien, il faut quand même aller se soigner quel que soit le temps. Hein. Donc les femmes, si elles sont là, voilà, c'est pour montrer qu'on est solidaires. Hein. C'est une manifestation pour elles, c'est une manifestation pour soutenir les femmes, c'est une manifestation pour inviter les femmes à aller faire cette mammographie. Et si on a autant de femmes aujourd'hui là, c'est parce qu'elles y croient. Le message est clair, sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, un événement donc 100% féminin. Grosse ambiance, on l'a vu à l'échauffement avec la traditionnelle séance Zumba. Puis départ en masse pour un parcours de 6 km dans les rues de la Cité des Images. Parcours à réaliser en courant ou en marchant, montant de l'inscription 10 €, entièrement reversé à la Ligue contre le cancer. De nombreuses manifestations comme celle-ci se déroulent ainsi pendant Octobre Rose, dans les Vosges, à Raon-l'État, Premièrement, Épinal notamment ce week-end, et un peu partout en France. Est-ce que vous connaissez le flotte tube? C'est une pêche au plus près de la nature. Le flotte tube est une embarcation gonflable, un siège flottant avec lequel le pêcheur se déplace grâce à des palmes. Cette expérience particulière a été appréciée par les 17 participants dans le cadre de la 2e édition du concours de pêche de l'Aube. L'occasion également pour les organisateurs de travailler autour du thème de la régulation des poissons. Flavien Léger pour Canal 32 dans l'Aube. Une pêche au plus près de la nature. Ici, sur les 20 hectares du plan d'eau de Verrières, 17 inscrits participent au défi de pêche du carnassier avec une embarcation particulière, le flotte tube. Ce que j'apprécie par rapport à la barque, c'est qu'on est au bord de l'eau, vraiment au bord de l'eau, et quand on attrape un poisson, vous le prenez entre vos jambes, c'est quelque chose d'assez agréable. En flotte tube, c'est des nouvelles sensations, ça change de la barque ou du bord. On peut aller à peu près où c'est qu'on veut. Le flotte tube, en résumé, c'est un siège gonflable. Le pêcheur se déplace grâce à cette bouée et ses palmes. Le flotte tube, c'est quelque chose qui est assez en vogue aujourd'hui. D'un côté pratique, on va avoir quelque chose qui est beaucoup moins onéreux qu'une embarcation, puisqu'à peu près 250, 300 €, on va avoir un flotte tube déjà et on va pouvoir aller pêcher. C'est une embarcation légère, gonflable, avec laquelle les pêcheurs peuvent se déplacer librement sur le plan d'eau et accéder parfois à des zones qui sont difficiles à accéder en barque. 884. Je le prends maintenant. Au soleil. Premier rang de chasse, il est beau celui-là. Premier rang de chasse, c'est 80. 87. Ouais. Il s'agit de la 2e compétition de flotte tube organisée sur plan d'eau de Verrières. Chaque brochet ou perche est mesuré. Le pêcheur gagne des points dès que la longueur du poisson dépasse un minima. 33 cm et le plus gros 91. Pour la Fédération de pêche de l'Aube, ce rendez-vous permet également d'obtenir un état des lieux en effectuant des marquages. Le but de ce marquage, c'est de suivre l'évolution de la population de brochets, de voir à quelle vitesse les poissons grandissent et si les poissons que l'on marque sont recapturés au cours de la saison. Est-ce qu'il faut rapporter de petits sujets? Est-ce qu'il faut rapporter des gros sujets? Donc le but, c'est vraiment d'orienter la gestion du plan d'eau sur la dynamique de population. Donc là, on a vu qu'aujourd'hui, on a quelques poissons qui ont été relâchés l'hiver dernier, qui ont été repris aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on voit que ces poissons-là, ils évoluent bien et ils sont recapturables plusieurs fois dans l'année. Ces poissons sont effectivement recapturables. Durant ce concours, chacun d'entre eux a été relâché. Voilà, le JT des territoires continue. Cette première partie a été préparée par Soumaya Benaïssa, et on continue avec la deuxième partie. Dans un instant, c'est le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. À 8h, c'est Territoire d'info avec un invité politique important aujourd'hui, c'est Gérard Larcher. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en province. On la regarde ensemble. On démarre avec l'Union de Reims, évidemment avec les fonctionnaires à la une de l'Union, les fonctionnaires qui passent à l'action. C'est également évidemment la une de Presse Océan. Les fonctionnaires montent au créneau. Tous les syndicats de la fonction publique appellent à manifester aujourd'hui, notamment à Nantes et à Saint-Nazaire. École, transport, le point sur les
perturbation. Et puis c'est également dans toute la presse quotidienne régionale un hommage unanime à Jean Rochefort. Vous le voyez, la mort d'un grand pour Presse Océan. Dans l'Écho de Haute-Vienne, c'est Confédération syndicale sur la voie de l'unité. Et puis pour la Catalogne, bien sûr, et en Occitanie, l'Indépendant de Perpignan titre Catalogne, le jour de vérité. On en a parlé dans le journal des territoires. Ce soir, le président indépendantiste de Catalogne osera-t-il la déclaration unilatérale d'indépendance? Pour le républicain lorrain, c'est un marché en pleine mutation, l'automobile, le diesel en perte de vitesse. Et aussi, je vous l'ai dit, Jean Rochefort au paradis à la une de toute la presse quotidienne régionale ce matin. Le Courrier de l'Ouest, comment le glyphosate empoisonne l'Anjou. La molécule contenue dans l'herbicide du groupe américain est suspectée d'être cancérogène, mais on ne sait pas comment s'en passer. Pour la République des Pyrénées, séquestré et roué de coups, il raconte, c'est les assises. Mais quand l'eau viendra à manquer, c'est le sujet environnement principal avec la photo. D'ici à 2050, la ressource en eau baissera de 20 à 40% dans la région. Usagers et pouvoirs publics réfléchissent aux parades possibles. Pour la Voix du Nord, c'est la réforme fiscale qui est à la une, ce qui va changer pour vous avec le premier volet d'une grande série dans la Voix du Nord. Pour la presse de la Manche, la réforme du RSI vue d'ici dans la Manche. Et puis pour la Dépêche, c'est l'alimentation, la guerre des prix. Emmanuel Macron rendra demain ses arbitrages sur les marges des distributeurs et des agriculteurs. Les consommateurs redoutent une flambée des prix. Et puis 4 hommages à Jean Rochefort, qui partageait sa passion des chevaux d'ailleurs avec notre invité politique de 8h, tout à l'heure Gérard Larcher. Jean Rochefort à la une du Maine Libre, décédé à 87 ans. Le comédien était au Mans en 74 pour tourner Que la fête commence, un film qui lui a valu le César du meilleur second rôle. C'est bien sûr à la une du Maine Libre. Pour Sud-Ouest, c'est Rochefort, un éléphant au paradis, l'un des acteurs préférés des Français. Héros des comédies d'Yves Robert, comédien fétiche de Tavernier ou de Lecomte, césarisé pour Le Crabe-Tambour. Cet état à 87 ans. Une jolie une dans la Provence d'ailleurs. Adieu l'artiste, Jean Rochefort, 1930-2017. Et puis adieu l'artiste aussi dans le Télégramme. Aujourd'hui, Jean Rochefort, l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français, indique le Télégramme. Voilà, Club de la Presse aujourd'hui avec Éric Moine, le rédacteur en chef de l'Écho républicain. Bonjour Éric. Bonjour. Et avec Stéphane Vernet de Ouest France. Vous dirigez le bureau parisien du plus grand quotidien français. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Cyril. La vie de château n'est plus ce qu'elle était pour l'Écho républicain. Mieux que le président des États-Unis à Caen hier, c'est l'incroyable visite qu'on verra dans Ouest France. Mais avec vous tout d'abord, la vie de château n'est plus ce qu'elle était. Éric Moine, dans l'Écho républicain, c'est l'histoire dans votre quotidien d'un château en Eure-et-Loire qui est vendu aux enchères sans prix de départ et surtout sans prix de réserve. Oui, c'est une première en France. C'est une première en France, un magnifique château de 2000 mètres carrés, hein, c'est pas un petit château, qui va être mis aux enchères demain. Donc pas de prix de départ, pas de prix de réserve, c'est-à-dire que tout un chacun peut enchérir. Alors, le château, ça veut dire quoi? Ça démarre à 1 euro symbolique? Ça peut démarrer à 1 euro, tout dépendra de ce que sera le commissaire-priseur au départ. Le château est estimé à 5 millions d'euros, ce qui ne veut pas dire qu'il partira à 5 millions d'euros. On peut très bien l'avoir pour beaucoup moins si ça se passe bien pour l'enchérisseur. Alors juste à côté de celui-ci, vous vous rendez chez un châtelain, un vrai, qui lui se saigne pour son château, vous écrivez. Oui, parce que la difficulté, un château c'est beau, ça peut ne pas être cher. On a sélectionné une dizaine de châteaux en Eure-et-Loire qui sont en vente actuellement, voire moins de 400 000 euros un château. Mais après le problème c'est l'entretien, ça coûte énormément cher. Et même le prince Jean, l'héritier du trône de France que nous interviewons aussi, parce qu'il est en Eure-et-Loire, dit que châtelain en fait c'est un métier. Alors, est-ce qu'il y a un problème de patrimoine là? Est-ce que n'importe qui peut se pointer à la vente aux enchères et acheter ce château? Alors, n'importe qui, mais n'importe qui, pas forcément n'importe qui, c'est tout un chacun. Et on peut effectivement l'acheter, si on a les moyens de l'acheter. Mais après, il faut penser aux moyens de l'entretenir. On peut mettre, mais est-ce qu'il y a un contrôle a posteriori? Il n'y a aucun contrôle, c'est un château qui le patrimoine se préoccupe de savoir qui va l'acheter et ce qui va en être fait? Alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, peut-être le voisin de ce château, parce qu'on est en Eure-et-Loire, près de Nogent-le-Rotrou, et le voisin s'appelle Stéphane Bern. Alors peut-être que, comme Emmanuel Macron lui l'a chargé d'une mission sur le petit patrimoine, là je pense que c'est un peu un gros patrimoine. Alors je pense pas que Stéphane Bern s'en occupe, mais effectivement ça peut partir à des Chinois. C'est arrivé déjà en Eure-et-Loire l'année dernière. Des Chinois ont racheté un grand château pour en faire un hôtel-restaurant, ou alors un caprice de milliardaire, ou quelqu'un, un passionné de vieille pierre qui veut restaurer son château. Est-ce qu'il y a des amoureux comme ça, des châteaux, qui arrivent, qui achètent dans l'anonymat et qui s'en occupent bien, j'allais dire? Alors en général, d'ailleurs, la plupart des châteaux rachetés aujourd'hui, ce ne sont pas des Chinois, ce sont effectivement des passionnés de vieilles pierres qui vont y mettre tout leur... Des Français?
des Français qui mettront toute leur énergie, tout leur argent et qui vont se passionner pour ces châteaux, un peu ce qui se passe dans l'Yonne à Guédelon. Ou le propriétaire de Guédelon qui refait son château à la main avec des bénévoles, doit être à son 3e château je crois, et il reconstruit le château pierre à pierre. Alors il y a une interview de l'héritier du trône de France, Jean, pas moins, qui explique dans vos colonnes pourquoi ce ne sont plus les nobles qui ont la vie de château, du tout d'ailleurs. Ben oui, mais la Révolution est passée par là, donc les châteaux ont été pris aux nobles effectivement. Beaucoup de nobles ont pu racheter leur château après, mais ça a été une minorité. Et aujourd'hui, le prince Jean lui-même n'habite pas dans un château. C'est pourtant le prince Jean serait le roi de France aujourd'hui, si nous étions dans une monarchie. Et lui-même explique qu'en fait, pour entretenir un château, il faut juste travailler, trouver des idées originales. Donc il a des amis châtelains, mais lui-même n'est pas châtelain. Alors j'ai une idée pour vous, Stéphane Vernet. Ouest France aujourd'hui aborde, raconte une visite historique, mieux pour eux que celle du président des États-Unis, à Caen. C'est le patron d'Apple, Tim Cook, qui est venu. Vous allez nous expliquer ce qu'il est venu faire. Alors lui, il pourrait acheter un château en France. Il est arrivé décontracté, en chemise et jean. Et il a été très applaudi par les salariés de la société Eldim, spécialisée dans la technologie qui permet la reconnaissance faciale avec l'iPhone. Incroyable comme histoire. Oui, alors Tim Cook en fait a fait une visite en France. Il n'est pas venu acheter un château, il est venu en réalité rencontrer le président Emmanuel Macron hier, mais avant de rencontrer le président, il a eu une série de visites surprises, on va dire, puisque personne n'était au courant. Sauf Ouest France apparemment qui était là. Oui, mais on a quelques antennes, c'est notre métier, donc effectivement Philippe Lemoine a pu suivre la visite dans son ensemble. Donc pour les salariés d'Eldim à Hérouville-Saint-Clair, c'est un événement incommensurable, effectivement. Donc cette entreprise, qui est une entreprise qui a été fondée en 91 par un monsieur qui s'appelle Thierry Leroux, ils ont commencé à 2 dans un tout petit local. Ils étaient une quarantaine l'année dernière quand Apple a pris contact avec eux en leur disant « On voudrait que vous nous aidiez à tester notre logiciel Face ID qui va servir en fait à faire de la reconnaissance faciale sur le prochain iPhone. » C'est-à-dire que aujourd'hui... L'iPhone 10, hein. Oui, c'est ça, ou X, selon, enfin bon, voilà, le prochain modèle. Ils entretiennent, ouais. C'est ça. Ils entretiennent l'ambiguïté. Au lieu de le déclencher avec le doigt, vous pourrez le déclencher avec un logiciel de reconnaissance faciale. Et Eldim à Hérouville a été chargé de tester le bon fonctionnement de ce logiciel. Et du coup, ils sont passés de 40 salariés à 110. Donc pour eux, c'est un coup de boost formidable. C'est une super aventure. Et ça a permis à Tim Cook, qui nous a donné un entretien exclusif, d'expliquer qu'il avait Apple a 500 fournisseurs en France. Ça représente 16 000 emplois en France. Et l'ensemble de la filière, lui, il estime que les développeurs autour des applis qui fonctionnent sous iOS sont à peu près 200 000 en France. Donc il y a une filière d'importance dans le pays et il a dit son attachement à la France. Alors, il faut rappeler que c'est l'homme qui a succédé à Steve Jobs. Chiffre d'affaires 215 milliards de dollars fin 2016, 500 fournisseurs en France, vous l'avez rappelé. Alors, cette technologie de reconnaissance faciale, alors en fait, quoi, vous regardez le téléphone et il reconnaît votre visage, c'est ça exactement? Oui, c'est ça. Aussi vite, que j'en ai compris. Je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est ça. Et ça va très vite grâce à Eldim qui justement teste la capacité du système à fonctionner. Ils font plus de 8 millions de mesures en 1 seconde, ce qui permet en fait de voir tous les aspects du visage. Alors, parlez-nous un peu des GAFA, ces fameuses GAFA, qui constituent un problème, même pour Emmanuel Macron. Régulièrement, il les pointe du doigt. Alors, ça faisait partie, ou c'était au cœur de l'entretien que Tim Cook et Emmanuel Macron ont eu hier, c'est la problématique de la taxation des GAFA. Il faut peut-être redire à nos téléspectateurs ce que sont les GAFA. Les GAFA, ce sont les initiales de Google, Apple, les grandes Facebook, sociétés mondiales. Amazon. C'est ça, en tout cas les 4 géants du numérique. Qui gèrent le numérique. Voilà, qui font des affaires de manière considérable en Europe et qui sont très 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 douées, ces sociétés-là, pour échapper à la fiscalité. Il y a une entente entre elles? Sur ce point-là, non, elles n'ont pas besoin de s'entendre, mais ils appliquent des méthodes en fait assez simples qui leur permettent de localiser leurs factures dans des pays à la fiscalité avantageuse, c'est ce qu'on appelle le tax rulings. Apple, par exemple, va localiser ses factures en Europe, en Irlande. Et la semaine dernière, la Commission européenne a demandé à l'Irlande de mettre la pression sur Apple parce que la Commission demande 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à Apple. Mais vous avez le même problème, par exemple, pour Amazon, qui localise ses factures au Luxembourg. La Commission européenne demande 250 millions d'arriérés d'impôts comme ça, ou de rattrapage à Amazon. Et derrière, toute la problématique, c'est de savoir comment faire pour taxer les profits ou les recettes de ces entreprises en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On vient à Caen. Qu'est-ce que ça amène concrètement à Caen, cette visite ?
Ah bah, on l'a vu sur la société Eldim, je vous disais, ils étaient 2 en 91, 40 l'année dernière quand Apple les a contactés, hop, ils passent à 110, donc vous voyez le ratio, bon, ça reste une PME, mais n'empêche, on passe de 40 à 110 emplois, et puis regardez le retentissement en termes d'image. Voilà, tout le monde, Tim Cook, c'est une superstar mondiale. Ouais. Il vient dans une toute petite entreprise à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. C'est un événement. Bon, vous pouvez lui passer le message qu'il aille acheter un château en Eure-et-Loire. On va voir ce qu'on peut faire. Vous écrivez dans le papier d'ailleurs qu'il était très décontracté, à l'américaine, chemise ouverte, t-shirt blanc, jean, chaussettes multicolores. Ah bah oui, mais bon, quand on est le patron d'Apple, je vous rappelle que un des premiers logos de la boîte, c'était autrefois la pomme était multicolore, arc-en-ciel, donc ça me paraît en cohérence. Voilà, merci Stéphane Vernet. Donc Tim Cook, le patron d'Apple, était en visite à Caen et il faut relire cet article dans Ouest France. Il faut aussi le regarder sur le site internet ouestfrance.fr, très important pour ceux qui n'habitent pas la région où Ouest France est diffusée. Et puis, la vie de château n'est plus ce qu'elle était, c'est dans l'Écho républicain, et donc l'écho-républicain.fr d'Éric Moine. On vous retrouve évidemment tous les deux pour l'interview politique de Gérard Larcher, en deuxième partie de l'interview politique. Et tout de suite, on va passer à la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. Et on se retrouve avec Gérard Larcher à 8h. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.